troisième et dernière partie de notre émission de Politicien, votre rendez-vous politique. Le numéro de ce jour est consacré au décryptage des cellules djihadistes et qui, depuis le Burkina Faso, tentent maintenant d'infiltrer les pays du Sud en route vers le golfe de Guinée. Mes trois invités sont restés avec moi. Nous avons vu dans la première partie qui ils sont. Deuxième partie, ce qu'ils veulent. Et les espaces vacants laissés par les États, espaces qu'ils sont en train d'occuper. La question maintenant, c'est quelle réponse leur apporter? Comment réagir? Nous l'avons dit, vous l'avez dit, monsieur le député, enfin vous êtes ancien député de l'Assemblée nationale au Bénin, il faut mutualiser les moyens, renseignements, moyens militaires. Vous l'avez dit également, monsieur Congo, vous avez déploré le fait que le droit de poursuite ne soit pas systématique entre les États de façon à ce que la lutte soit solidaire. Il y a une actualité qui fait aujourd'hui polémique au Mali. En février, l'État malien a échangé un préfet et un journaliste malien pris en otage contre 18 djihadistes. Du moins, a échangé 18 djihadistes contre un préfet et un journaliste. Deux approches s'affrontent aujourd'hui. Des djihadistes, des terroristes, c'est des criminels. Il faut en aucun cas marchander, discuter, traiter, dealer avec eux. D'autres disent, puisqu'on n'arrive pas à les vaincre, et que de toute façon, ils sont forts. On l'a encore vu dans la nuit de ce 9 mai. Des forces spéciales françaises ont perdu 2 de leurs éléments. Ça veut dire que ce ne sont pas des enfants de cœur, ils sont puissamment armés. Il faut discuter avec eux. Qu'est-ce qu'il faut faire, monsieur le député? Écoutez, je vais vous raconter une anecdote. S'il vous plaît. Lors de la descente des djihadistes sur Bamako, sur le Mali, oui. Le président Yahi, à l'époque, le président de la République du Bénin, à l'époque, c'était le président Yahi Boni, était président de l'Union africaine. Oui. Et donc, il nous recevait, à l'époque, nous étions à sa majorité, et donc, il nous recevait à la présidence de la République et nous faisait la remarque suivante. Il nous disait que son collègue du Burkina Faso, à l'époque, le président Compaoré, menait des discussions avec les djihadistes, avait une attitude de discussion, de négociation. Les djihadistes étaient à Ouagadougou, circulaient, allaient, venaient. Et le président Yahi, à l'époque, et là je dois lui rendre hommage, a eu une attitude, il discutait avec le président Hollande, il a eu une attitude ferme dès le départ. Il a dit, ça sera la guerre. Et je pense que si ça n'avait pas été cette décision, parce que le président Compaoré à l'époque n'était pas d'accord, on n'était pas sur cette ligne-là, il y avait une opposition entre le président et le président Compaoré. Et s'il n'y avait pas eu cette ligne-là, je pense que les djihadistes à l'époque auraient pris le Mali. Et donc je crois que... Le Burkina, vous voulez dire. Aurait pris le Mali et le Burkina. Oui, bien sûr, oui, ils sont ensemble là. Absolument. La chevauchée fantastique. Oui. Hein. Et donc je crois que moi je garde le souvenir de ce... Oui. C'est très très intéressant. Oui, je crois que c'est la petite histoire. C'est difficile à entendre, mais c'est peut-être ça la réalité. Aujourd'hui, allez Jules Ménier, rappelons quand même, sans aucune envie de vous rendre hommage à Blaise Compaoré, respectons la souveraineté du peuple burkinabé qu'il a chassé du pouvoir après 27 ans quand même. Faisons quand même remarquer qu'en son temps, il y avait très peu d'attaques, pour ne pas dire pas du tout, d'attaques djihadistes au Burkina Faso. Ça ne veut pas dire que l'actuel président ne fait rien contre, attention, ce n'est pas ce qu'on dit. Ça nous amène toujours à la question, est-ce qu'à un moment donné, étant donné le caractère asymétrique de la guerre contre le terrorisme, il faut discuter avec ces gens? Mais bon, je trouve qu'il ne faut pas discuter avec ces gens-là. D'accord. Je crois quand même que, bon, s'il y a une approche, pour moi, qui peut permettre d'éradiquer ces gens-là, c'est justement la synergie entre les pays. Parce que, vous savez, lutter contre cette criminalité transfrontalière, oui, c'est très important. Mais comment on fait ? Par exemple, la frontière entre, par exemple, le Tchad et le Nigeria. Si les militaires nigérians et tchadiens ne luttent pas en synergie, c'est impossible que ces gens soient éradiqués, oui, parce qu'ils pourront entrer, sortir, comme ils font, hein, prendre du bétail dans un village. Il y a très peu d'attentats au Tchad, cela dit. Voilà. Absolument. Etc. Donc, sincèrement, ces gens-là, il faut leur apporter une réponse ferme.
Parce que moi, bon, je ne sais pas, peut-être que Dieu sait comment il fait ces choses, comme on dit, hein, comme le dit toujours ma mère. Parce qu'elle dit toujours, ben, franchement, si tu étais un homme de pouvoir, je sens que ça allait être chaud. C'est-à-dire que, ça c'est ma mère, je serais parti avec des avions bombarder toute la forêt de Sambisa, le factuel, c'est, je te rends compte du factuel. Je vous ai donné un exemple précis, concret. Un préfet de la République, un journaliste sont enlevés. Les criminels, c'est leur nom, c'est comme ça qu'il faut les appeler, qui les ont arrêtés disent, si vous voulez qu'on les libère, si vous voulez qu'on ne les tue pas, rendez-nous 18 de nos camarades que vous avez capturés. Qu'est-ce que vous faites si vous êtes président de la République? Ben, écoutez, je suis président de la République. Dans ce cas d'espèce, oui. je dis non. Je sacrifie le préfet et le journaliste. Le préfet et le journaliste. Non, je dis ce que je pense. Moi, j'ai pas d'opinion sur la question. Je sacrifie, mais c'est pas un sacrifice, c'est un sacrifice de la nation. Je sacrifie le préfet et le journaliste, et puis après on s'occupe de leur famille, bien évidemment. S'il y a des enfants, ils deviennent pupilles de la nation, etc. Mais il ne faut pas discuter avec ces gens-là. Ce n'est pas possible. Ce qui est sûr, M. Dogbe, c'est qu'il faut à la fois naturellement combattre, ça c'est clair, mais en même temps il faut s'attacher aux causes de ce fait. Si je peux me prononcer dessus, en fait, moi je fais toujours la différence entre le terrorisme, une fois de plus, qui suppose une revendication d'ordre politique sous le mode violent. Et si on prend des données d'ordre factuel, mais discuter avec le terroriste, ce n'est pas synonyme de faiblesse, c'est une responsabilité. C'est du pragmatisme, du réalisme. Prenons le cas du Mali. Si vous décidez de ne pas négocier, de ne pas adopter une solution politique, cela veut dire que vous prenez une décision forcée, c'est une épuration ethnique, vous bombardez tout votre nord et vous tuez des populations maliennes. J'ai souvent pris un deuxième exemple. Quand vous prenez le Nigeria, si vous organisez une élection transparente dans le Bornou, où Boko Haram est suffisamment implanté, je dirais, avec des affinités d'ordre sociologique, toute cette zone du Nord, il y a de fortes chances que Boko Haram gagne cette élection. Et ne l'oubliez pas, Ali Modou Chérif, aujourd'hui réfugié au Tchad, il a été gouverneur du Bornou, soutenu à 2 reprises par Boko Haram, et il avait emporté haut la main. L'autre aspect de la question que je voudrais qu'on aborde très rapidement dans cette partie de l'émission, ce sont les mises en garde des ONG au pouvoir, aux États, en tout cas à certains États qui seraient tentés d'instrumentaliser la lutte contre le terrorisme pour affaiblir, anéantir, démanteler leur opposition. On écoute, avant d'en parler très rapidement, ce qu'en dit le ministre togolais des droits de l'homme. Christian Trimois s'appelle-t-il. On ne peut pas se taire. Le premier point, il est de la responsabilité de tout gouvernement de concilier les droits à manifestation avec l'ordre public. Le gouvernement togolais le fait et le fera toujours. Le deuxième point, je ne peux pas laisser considérer ou donner le sentiment à nos populations que les menaces que vit la sous-région ouest-africaine et en particulier le Togo, ses pays voisins, c'est une menace factice. C'est une menace sérieuse qui a amené les chefs d'État à faire des sommets autour de cette question. Les services collaborent et les populations doivent collaborer à ce phénomène-là, à la résolution de ce phénomène. Et donc on ne peut pas, sur un plateau aussi important que celui-ci, laisser croire aux populations qu'il ne s'agit que d'une simple banale manifestation. La menace est sérieuse, elle n'est pas factice. Et le gouvernement doit prendre ses responsabilités, y compris, puisqu'il répondait à la question s'il faut interdire des manifestations au nom de la lutte contre le terrorisme. En tout cas, quand l'ordre public est menacé. Vous avez été un élu de la nation. Est-ce que le risque évoque certaines ONG aujourd'hui existe dans certains pays, en l'occurrence dans votre pays où vous avez été député? Évidemment, vous savez, c'est toujours la question du totalitarisme en réalité. L'islamisme radical est un totalitarisme. Mais nous avons aussi des régimes, n'est-ce pas, des régimes qui dirigent des États et qui procèdent aussi d'un certain nombre de totalitarisme. Moi, chez moi au Bénin, nous avons des problèmes. Quand vous avez 83 députés sur 83 qui viennent du parti du président de la République ou de partis jumeaux, c'est un totalitarisme qui pose problème. Quand on refuse à la jeunesse de participer aux élections, c'est un problème. Quand vous refusez à l'opposition de participer aux élections, ça veut dire qu'il y a toute une partie des citoyens, n'est-ce pas,
qui ne s'expriment pas et qui vont être frustrés. C'est un véritable. Vous avez créé en 2018 une juridiction spéciale, hein, la CRIET, la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Cette juridiction a pour aujourd'hui à compétence à connaître des infractions liées au terrorisme aujourd'hui. C'est une réponse qu'il faut. Le procureur de la République, l'ensemble des juges nommés par le Conseil des ministres, les juridictions espagnoles sont prononcées. Encore toujours un exemple très concret, parce que je sais que vous avez mis le concret, cher M. Togui. Absolument. Écoutez, les tribunaux de madrilènes espagnols sont prononcés sur l'ancien ministre d'État. C'est vrai, c'était le 23 avril dernier. Et ce qu'ils ont dit sur la criette, c'était absolument malheureux. Une juridiction spéciale, absence de double degré de juridiction, on s'amuse. Donc véritablement, il y a véritablement un problème. C'est vrai que je rappelle le contexte que vous évoquez, la chambre criminelle du tribunal de première instance de Madrid, effectivement, a rendu un jugement le 23 avril dernier, après, effectivement, la demande du Bénin d'extrader l'ancien ministre Komi Kouché. Et effectivement, dans ce jugement, il n'était pas très élogieux, ce jugement n'était pas très élogieux vis-à-vis de la CRIET, qui n'offrirait pas les garanties d'un procès équitable. Mais passons, ce n'est pas l'objet de notre émission. Alain Jules Meunier, comment concilier État de droit, démocratie et lutte efficace contre le terrorisme? Est-ce qu'il y a quelque part où des lignes rouges peuvent ou doivent être franchies? Moi, je pars d'un postulat simple. À partir du moment où on est en guerre, parce que quand, par exemple, il y a Boko Haram au nord du Nigeria, personnellement, je suppose qu'on doit mettre tout entre parenthèses et aider l'État. Parce que si un État est en guerre contre peut-être une partie de sa population, il y a certes des revendications, on peut parler avec ces gens-là, parler de guerre. Mais non, guerre simplement parce que, bon, on dit tout le temps la guerre contre le terrorisme. Donc, nous sommes dans le cadre du terrorisme. Non. Il faut qu'il n'y ait plus, pour moi, bien évidemment. Oui, pour vous, bien sûr. Personne. Alors, les partis d'opposition, pour moi, n'existent plus. Ah bon? Mais forcément. Et pendant combien d'années? Puis la guerre est censée durer combien de temps? Aussi longtemps qu'il y aura, un seul terroriste sur le territoire, mais entre parenthèses, les partis politiques, les élections, les droits de manifester, tout. Pour moi, oui. Simplement parce que si... Non. Voyez-vous... Monsieur charmant, mais il me fait peur. Monsieur le député, non. Ce que je veux dire, c'est que il faut cette solidarité nationale. Oui, quand, par exemple, un pays, lutte contre une mouvance totalitaire, si, pendant cette période-là, certains partis d'opposition commencent à apporter d'autres revendications, ce sont des gens qui ne veulent pas que le pays avance. Moi, je le dis ça. Je veille à ce que toutes les tendances et toutes les approches s'expriment et soient respectées. J'ai compris votre réponse. J'ai posé la question. Est-ce qu'on peut concilier les deux? Votre réponse, c'est non. Quand on lutte contre le terrorisme, il n'y a plus de démocratie, il n'y a plus d'état de droit. Il faut mettre tout en parenthèse. En gros, sans schématiser ce que vous avez dit. En gros. Pour moi, oui. Non, soyons réalistes. Ah mais oui, bien sûr, il le faut. Je pense que sa solution ne peut être appliquée nulle part. Il est bien vrai, dans la lutte contre le terrorisme, dans la plupart des États, il y a eu une restriction, c'est-à-dire, je dirais, un empiétement sur les libertés publiques. Mais on ne peut pas vouloir combattre le terrorisme et se mettre à dos les populations qui doivent vous soutenir, c'est-à-dire pour que cette lutte soit menée à bon escient. Moi, je ne pense pas. C'est-à-dire, la difficulté aujourd'hui, c'est que la lutte contre le terrorisme devient un instrument d'épuration d'adversaires politiques. Voilà. Hier, c'était la lutte contre la corruption et aujourd'hui, c'est le terrorisme. Non, je pense que ce n'est pas tout à fait responsable. Quand on est État, vous avez parlé de la guerre. Il y a un droit de guerre, un droit de la guerre que tout État se doit de respecter. Et Monsieur Pougou, ça suppose aussi donc d'adapter son arsenal juridique à la nouvelle conflictualité, en tout cas à la nouvelle donne. Non, on ne peut pas comme ça décréter
pas décret et régir un pays. Il faut d'abord revoir le code. La France l'a fait récemment, en modifiant même la Constitution, puis après le code pénal pour inscrire certaines incriminations dans le corpus juridique français. On doit aussi passer par là. Sans remettre en cause absolument. La démocratie. Absolument. La réponse est démocratique. Une phase d'information, c'est-à-dire où on éduque le peuple face à la nouvelle donne. Et tout naturellement, lorsque c'est fait dans ces conditions, tout le monde finit par adhérer. Et on peut lutter contre le terrorisme, et perdre le pouvoir est parti et laisser la place à son successeur aussi. Ça. Effectivement. La lutte contre le terrorisme n'exclut pas l'alternance politique. Et l'État doit donner l'exemple en ne pratiquant pas non plus un peu la terreur. Encore faut-il avoir le sens de l'intérêt général. Merci. Merci à vous d'avoir participé à cette émission. Les positions sont claires. On n'a pas été alarmiste au cours de cette émission. On reste convaincus. On parle de raison de douter de la capacité de nos États à faire face à cette menace et à protéger surtout les citoyens. Et nous verrons évidemment. En tout cas, c'est le rôle des médias, des analystes que vous êtes à ce que nul ne divise les populations et leurs armées. Les armées sont là non pas pour tirer sur les populations aux mains nues, mais pour les protéger et protéger les frontières. Merci. Merci à vous. C'est la fin, mesdames et messieurs, de Politicien, votre rendez-vous politique. Je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre. Restez toujours fidèles au programme d'Africa 24. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politicien.